75 ans de peinture, c'est sous ce titre que se tient à la Galerie Matignon une rétrospective des œuvres de Janssem. 75 ans de peinture, c'est-à-dire toute une vie consacrée à cet art, jusqu'au dernier souffle pratiquement. Nous allons vous présenter cette exposition qui se tient un an après la disparition du maître en compagnie de plusieurs invités. Tout d'abord Lydia Rambourg, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre correspondant de l'Académie des Beaux-Arts et vous êtes l'auteur de la préface du catalogue de cette rétrospective. À vos côtés en studio, Jeannie Janssem, bonjour. Bonjour. Vous êtes, on l'aura compris à votre nom, le fils de cet immense artiste dont vous nous proposez de revisiter l'œuvre à travers cette exposition. Nous serons également au téléphone au cours de cette émission avec le critique d'art Christian Djelmag et le professeur Pierre Magnard. 75 ans de peinture. Le titre montre l'étendue de l'œuvre et souligne immédiatement la complexité d'une telle exposition. Comment choisit-on les toiles qui vont figurer dans une telle rétrospective, Jeannie Janssem? Qu'est-ce qui a présidé à vos choix? C'est à la fois très simple et à la fois un petit peu difficile, un petit peu compliqué à mettre en œuvre. En fait, ce qui m'a motivé, c'est que mon père a une carrière longue. Il est malheureusement décédé, on le sait, mais il a peint toute sa vie. Et il a peint très tôt, donc ça fait une carrière sur le XXe siècle et sur le XXIe siècle. Et ce qui est intéressant dans cette rétrospective, à mon avis, c'est que nous avons réussi à réunir des tableaux très anciens. Je n'expose pas le premier tableau de 1933, mais nous avons des tableaux qui correspondent déjà au peintre Janssem, parce qu'au début, il signait Sémergian, c'était même signé en rouge, après c'est passé à un Jans un petit peu timide, et puis c'est devenu Janssem, et on a les premiers tableaux des années 44 par exemple. Et le plus ancien date de 1944, oui, exposé. Voilà, exposé. Nous avons après l'écriture de Janssem qui commence à s'affirmer déjà dans la décennie 50, et puis le succès est arrivé un petit peu plus tard. Je rappelle qu'il a vendu son premier tableau en 1949. Il avait 20 ans. Il avait quel âge à ce moment-là? C'est un petit peu compliqué, oui, parce qu'il a un âge officiel et un âge officieux. Sur ses papiers, il est né en 1920. Donc, oui, voilà. Il avait une vingtaine d'années. Et j'ai voulu montrer, en vérité, par phase de 10 ans, parce que ça correspond à peu près à ça, toute l'évolution de son art. Et il a fallu aller à gauche, à droite, dans pas mal de pays, retrouver des tableaux. Ah oui, donc vous êtes allé à la recherche de l'œuvre, oui, de Janssem, oui, auprès des particuliers qui avaient fait l'acquisition des œuvres. Alors là, en l'occurrence, dans cette exposition, il y a des prêts de particuliers et des prêts de confrères, notamment d'Afrique du Sud, de France et des États-Unis. Et puis, il y a des tableaux qui arrivent d'un petit peu partout dans le monde, parce que ça, c'est la particularité de l'œuvre de Janssem. Il y en a partout dans le monde. Alors, vous avez tenté de dresser un peu un portrait à travers les peintures qui sont exposées, un portrait de l'artiste en convoquant tous ces thèmes fétiches. En quelque sorte, il y a les femmes sublimées, décharnées, les jeunes filles, les danseuses, les masques, les cohortes de personnages, les arlequins grimaçants où la mort n'est jamais très très loin. Tous ces paysages également, les scènes de vie, les scènes de rue, empreintes de douceur, qui contrastent aussi avec ces personnages de tauromachie. Tous les thèmes fétiches sont là pour en fait dresser un patchwork, on pourrait dire, de l'œuvre de Janssem. Alors vous avez tout à fait bien vu l'exposition, mais il manque un thème qui est massacre, parce que nous n'en avons pas. Nous n'avons pas de tableau de massacre. Il y a quand l'exposition a été présentée à Paris, la première. En 2000. Il y a 3 tableaux qui se sont vendus en France, un petit peu à notre grand étonnement. Mais toute la collection est partie en exposition au musée des génocides à Yerevan. Et en fait, mon père a offert la collection à l'Arménie. Dans son intégralité. Dans son intégralité. Alors, mais alors pourquoi ne pas avoir été chercher quelques toiles au musée du génocide, puisque vous en avez emprunté, vous disiez, à des collectionneurs et à des collègues, pour que cet aspect de l'œuvre de votre père, qui a quand même, en quelque sorte, été l'aboutissement d'une vie, puisqu'il le disait, j'avais eu la chance de le rencontrer pour cette exposition, il disait que
cette série de toiles dédiées au génocide avait mûri pendant toute sa vie. Il l'avait portée en lui. C'était en quelque sorte un aboutissement d'un artiste qui un jour arrive enfin à coucher sur la toile cette douleur. Elle est absente, cette série Massacre. Oui, je vais vous faire 2 réponses. C'est vrai, là, votre remarque est tout à fait justifiée. C'est étonnant pour un émigré de revenir à ses origines, on va dire, gentiment, à la fin de sa vie. Habituellement, que ce soit même un provincial ou un étranger, comme on dit dans l'expression, ils viennent avec la boue de leur village sur leurs chaussures, et puis ils s'affinent progressivement, au fil du temps. L'arménité de notre père l'a rattrapé. Et ça l'a rattrapé à la maison, ça l'a rattrapé sur la radio, ça l'a rattrapé sur la télévision, ça l'a rattrapé sur la table. Il a demandé à ce qu'on lui cuisine arménien, même à des personnes qui n'étaient pas d'origine arménienne. Ça, c'est tout à fait juste. Et je pense que même l'exposition Mythologie, qui est une des rares expositions qu'il a peintes, on va dire, sans avoir vécu ces scènes-là, parce que j'aime à rappeler qu'il a toujours travaillé des scènes vécues. C'est pas un peintre de l'imaginaire. Mais Mythologie, il s'est plongé dedans, il l'a lu, il nous faisait des rapports assez amusants d'ailleurs sur ses lectures. Mais Mythologie l'a amené à Massacre. Et effectivement, Massacre, c'est un aboutissement. Et après Massacre, il n'a pas peint pendant un bon bout de temps. On imagine. Le traumatisme qui a été couché sur la toile a dû réveiller évidemment un traumatisme porté. Vous dites il y est arrivé à la fin de sa vie. Oui. On peut aussi dire qu'il a porté Massacre toute sa vie en lui. Et qu'il a fini par pouvoir transcender la souffrance et la douleur en créant sur cette thématique. Oui, d'autant plus que je sais maintenant que je ne suis pas un cas isolé, mais quand nous parlions de nos origines, parce que nous avons un nom arménien qui était souvent écorché dans la prononciation. Oui, on le redit, Jean Semerjian, c'est le nom d'origine de votre père. Et nous posions des questions à nos parents sur nos origines, et les réponses étaient, je le dis très gentiment, mais un petit peu revisitées, voire folkloriques. Et en fait, je me suis aperçu que beaucoup d'Arméniens de cette génération-là n'aimaient pas se pencher. Il y avait comme un tabou sur l'origine. Et je pense qu'effectivement, il a porté ça toute sa vie et que c'est sorti comme ça. Et l'autre raison, que je vous la donne, c'est que la Galerie Matignon, où se tient l'exposition, ce n'est pas un musée, ce n'est pas sa vocation. Donc, en fait, je suis allé chercher des tableaux, et ça m'intéressait beaucoup, qui ont déjà eu une vie, qui ont déjà trouvé un acquéreur, un collectionneur. Et je ne pouvais pas retourner en Arménie, leur réclamer des tableaux. Tout ce qui est à la galerie est disponible. Là, maintenant, je pense qu'ils n'auraient pas très bien compris pourquoi je leur réclamais quelque chose. Et puis, je préfère montrer ce qui est existant sur un marché, en vérité. Oui, parce que c'est aussi une galerie qui propose les œuvres. Voilà, c'est une galerie, ce n'est pas un musée, vous l'avez bien résumé. Alors, Lydia Rambourg, vous accompagnez cette exposition en tant que critique d'art. Hein, vous connaissez très bien l'œuvre de Janssem, comme le montrent les textes qui figurent dans le catalogue. Quel regard vous portez sur le choix, justement, que vient nous expliquer Janie Janssem? Comment on fait pour proposer une rétrospective d'une œuvre aussi importante? Alors effectivement, l'exposition permet au public de connaisseurs et un public aussi très élargi qui va redécouvrir ou peut-être même découvrir l'œuvre de Janssem. L'exposition permet justement une approche vraiment, je dirais, historique, dans la mesure où on va reprendre le parcours de ce grand peintre et comprendre très vite, en regardant l'accrochage, qui n'est pas chronologique, qui fonctionne justement par affinité thématique, mais aussi par affinité, je dirais, esthétique, par la palette, par le travail de la matière. On s'aperçoit que très vite, Janssem est en possession de son langage. C'est un peintre qui apparaît à la fin de la guerre, après 1945.
il faut savoir qu'il y a un renouveau à l'époque de la scène artistique française et que ce qu'on appelle un peu banalement, mais enfin on va pas trop s'attarder sur ces différences de vocabulaire, mais il y a la figuration et l'abstraction. Et Janssem a fait le choix de rester fidèle à cette grande tradition de la peinture française et justement à cette figuration qui célèbre la figure humaine. Alors justement, pour ceux qui ne connaîtraient pas ses œuvres, quel grand maître peut-on invoquer pour situer l'œuvre de Janssem ? Écoutez, Janssem très tôt dessine, je crois que c'est une vraie vocation, il dessine, il fait des petits croquis et très jeune, il va aussi au Louvre, il va regarder les maîtres. Alors c'est toute l'histoire de la peinture, pas seulement française, mais c'est Rembrandt, c'est la peinture hollandaise, mais la peinture espagnole, la peinture française, notre grande peinture du grand siècle, c'est-à-dire le XVIIe, c'est-à-dire Poussin, c'est Champaigne, au XVIIIe siècle, c'est Boucher, c'est Fragonard, ce sont tous ces maîtres qui vont le nourrir, parce qu'ils se pénètrent vraiment de ce qu'est la peinture. Et cette peinture, il la célèbre magnifiquement. Alors, au XIXe siècle, bien sûr, il y a tous nos grands maîtres qu'il regarde aussi, c'est Delacroix, c'est Courbet, c'est Daumier. Il y a un maître, je pense pas qu'on puisse donner un nom en particulier, mais il va être élève à l'école des arts décoratifs. Il va avoir 3 professeurs, dont Brianchon. Et je cite Brianchon et Le Gueult également, Oudot, qui sont vraiment 3 grands peintres français, qui ont ce désir et qui exercent eux-mêmes une peinture de la tradition dans laquelle il y a le dessin et la couleur. Et ça, chez Janssem, c'est inséparable. On est d'accord. Mais c'est un dessinateur d'abord. Oui, effectivement, ce qui caractérise l'œuvre de Janssem, c'est ce trait reconnaissable entre tous, le dessin, vous l'avez dit, et ces peintures, cet choix de couleurs, ces ocres, ces tons de terre, on a envie de dire, mais aussi de sang. Hein, on retrouve un petit peu là, faire le lien avec... C'est une peinture très sensuelle, qui est très pensée, parce que je dois dire que dans ce que nous voyons à la galerie Matignon, les tableaux, quelles que soient les périodes, bien évidemment, on sent très bien qu'il y a une maturité qui fait que la peinture va bouger. Il va y avoir un travail de pâte pour trouver des effets de transparence, de matière. Et puis, ça lui donne une liberté. Et cette liberté, elle est domptée. C'est-à-dire que difficile d'expliquer que comment travaille un peintre, parce que c'est quelque chose qui est tellement intime, qui est de l'ordre aussi du mystère. Hein. On ne peut pas parler de la création comme ça. Mais la peinture, c'est quand même une relation à la matière. Et puis, il y a le sujet. Et ça, le sujet est toujours porteur chez Janssem. Donc, ces scènes qui sont des scènes... d'abord, c'est un humaniste. Donc, comme disait Jeannie Janssem, il reste très proche de la vie. C'est un théâtre, c'est vraiment le théâtre de la vie, et donc il y a ce jeu de la vie, du destin qui est là, donc il y a des thèmes qui le soulignent davantage, par exemple la tauromachie, toutes les scènes de pénitents, tout ça ce sont des sujets, les scènes de marché, les scènes de rue, les puces. Janssem habitait ici les Moulineaux, il est resté dans cette banlieue qui lui était très chère, proche du petit peuple. Enfin, la banlieue a changé aujourd'hui, mais il y avait les artisans, il y avait des gens simples, Et ce qui ressort de ces toiles de scènes de vie, justement, c'est l'affection qu'il semblait porter à ces petites gens, puisque ce sont des tableaux qui sont empreints de douceur. Cette vieille dame qui est assise, voilà, qui est plein toujours d'attention, de compassion. C'est la vérité. Je crois que Janssem aussi, ça c'est un mot qui lui convient bien, l'humanisme, la vérité, l'authenticité de sa peinture, parce que ça ne triche pas, ça ne triche jamais. Donc il peut représenter effectivement un modèle nu qui vient poser dans son atelier, ça peut être une danseuse, ça peut être une mendiante, ça peut être un petit enfant des rues qu'il va voir justement, et c'est le même petit enfant qu'il va toujours retrouver, qu'il aille en Italie, qu'il aille au Portugal, en Espagne, en Grèce, où il va pour la première fois en 1950. Donc tous ces voyages le nourrissent. Et cet amoncellement de dessins, tout ce matériau qu'il engrange et qui lui sert bien évidemment
pour sa peinture, parce que ce n'est pas un imaginatif, c'est pas quelqu'un qui va inventer quelque chose. Il est toujours au plus proche, vraiment, du tissu humain, de la nature humaine. Alors, vous disiez... C'est ce qui fait sans doute qu'on est si proche de sa peinture aussi. Le choix qui a conduit la galerie à accrocher telle ou telle toile, mais aussi les endroits où elles ont été accrochées. Je me suis arrêtée, moi, sur un apparentement assez étrange. C'est cette toile où l'on voit cette cohorte de personnages, arlequins, masques et autres figures grimaçantes, inquiétantes un peu, et juste en face, la femme aux bouteilles. Donc un contraste saisissant parce qu'il y a cette inquiétude qui émane de cette toile, qui est imposante, et juste en face, ce petit tableau avec cette femme aux bouteilles qui dégage une douceur infinie. Donc là aussi, par cet accrochage, vous avez voulu aussi souligner l'étendue des émotions que pouvait transmettre l'œuvre de Janssem. Jamie Janssem. Mais je vais vous faire une réponse peut-être inattendue. La scène dont vous parlez, je vois très bien le tableau. En fait, c'est un carnaval qui existe dans une ville de province. Donc ce que mon père a mis sur la toile, il l'a vu. Évidemment, il l'a traité comme un Janssem. Mais quand on connaît ces scènes de rue, c'est des villages en liesse, et il y a tout autour des stands, des gens qui viennent, des marchés notamment. Et je pense que c'était pas incongru, même si la scène en elle-même n'a pas existé en vérité, de faire cohabiter cette femme qui vient avec ses bouteilles sur son marché et ce défilé de grotesque. Et pour vous dire, j'ai vu mon père travailler, dessiner. Alors, je l'ai vu sur le tard, parce que l'atelier était absolument fermé. Alors, on avait le droit d'y aller quand il y avait un coup de main à donner, déplacer quelque chose. On avait le droit d'y aller quand il fallait poncer les toiles. On avait le droit d'y aller quand il fallait poser. Mais sinon, c'était fermé. Il y avait même 2 entrées. Et nous, on avait le droit à l'entrée du jardin. Et ceux qui rentraient dans l'atelier par l'entrée de la rue, c'était tout un autre monde. C'était vraiment son univers. L'antre du maître. Voilà, absolument. Mais un jour, parce que j'ai souvent voyagé avec lui, un jour, je l'ai vu croquer. Alors, il pleuvait énormément, il pouvait pas sortir. Et la rapidité avec laquelle il mettait sur le papier ce qu'il voyait dans la rue, c'était extraordinaire pour moi d'être le témoin de cette création. Et après, il était toujours un petit peu plus disponible pour en parler. Il me fait, tu sais, tu viens de voir quelque chose qui existe. Je viens de dessiner quelque chose qui existe. Mais si tu regardes mon dessin après, la scène que je viens de dessiner n'a jamais existé. Parce que quand je prends tel personnage à gauche, il est dans telle pose. Bien sûr. Et puis quand j'attaque le personnage de droite, celui de gauche n'est plus dans cette pose-là. Donc ce n'est pas une photographie. Et je me suis dit que je n'allais pas trahir, en fait, son inspiration et son travail en faisant cohabiter des tableaux qui, au fond, historiquement, chronologiquement, étaient pas nés au même moment. Alors Janssem, justement, l'a formulé, parce que j'ai relevé cette phrase dans les commentaires et puis les échanges que j'ai pu aussi avoir avec Janssem. Donc je prenais des petites notes, c'était des moments très précieux quand j'allais à l'atelier. Et Janssem dit « le maximum de formes réelles dans le maximum d'abstraction ». Donc il y a toujours ce fait plastique, c'est-à-dire que il y a une transposition, on ne peut pas trahir ce qu'on a vu, parce que le réel est bien là, et c'est traduire le visuel par la plastique. Donc la peinture, ça veut dire quelque chose, c'est-à-dire que c'est un monde, ça passe quand même par des formes, par la couleur, par un métier que Janssem maîtrisait admirablement, bien évidemment. Et ça lui a donné cette liberté, justement, pour transposer, transcrire un monde qui nous semble évidemment très accessible, alors que nous sommes vraiment face à un grand maître de la peinture. Qui nous paraît accessible, qui semble accessible, mais qui demande quand même... En tous les cas, si, parce qu'il y a une forte émotion, il y a un don énorme. C'est ce qui permet d'entrer immédiatement dans l'œuvre. Je crois que personne n'est insensible, alors après, suivant les sensibilités, on adhère plus à un sujet qu'à un autre.
Mais c'est un homme qui donne énormément, qui est très généreux dans sa peinture. Voilà, généreux, c'est le terme qui convient. Rien n'est facile non plus, mais il faut être disponible. Généreux dans le sens où l'œuvre est accessible facilement, parce qu'une émotion s'en dégage qui va permettre de rentrer dans la toile. Et ensuite, il y a différents stades de lecture, et la connaissance ou pas va permettre justement d'aller plus loin, mais d'entrée de jeu, on est saisi. Et je pense qu'effectivement, c'est ce qui fait la générosité d'un artiste quand il permet à celui qui n'y connaît peut-être pas grand-chose, au profane, d'être immédiatement saisi par une puissance. Analyser un tableau n'est pas toujours nécessaire. Ça peut effectivement l'émotion est faciliter un approfondissement de l'œuvre, mais l'émotion, elle doit être immédiate, et ça, c'est ce que donne Janssem. Alors, nous allons poursuivre cette découverte ou redécouverte de l'œuvre de Janssem avec le critique d'art Christian Djelmack qui est en ligne avec nous. Christian Djelmack, bonjour. Allô ? Alors, bonjour. Oui, donc merci de nous rejoindre dans cette émission consacrée à cette rétrospective. Vous bien. On vous entend très bien, Monsieur Djelmack. Parfait. Alors je bout d'impatience d'intervenir. Alors donc je souhaitais avoir votre regard aussi sur l'œuvre de Janssem. Vous avez vous aussi suivi, connu de près ce grand artiste. Je vous entends mal. Allô ? Nous vous entendons très bien. Donc nous vous donnons la parole pour nous parler de votre Janssem. Quel regard vous portez sur l'œuvre de Janssem ? Alors voilà. Janssem, si vous voulez, je suis moi aussi fils d'Arménien. Or, il y a une pudeur qui s'est faite chez les Arméniens au lendemain de la guerre. Ils n'osaient pas en parler, mais ça restait en eux. Janssem a eu certainement la même chose, mais le besoin de s'exprimer, il l'a mis dans sa peinture. Les drames qu'il met, il se délivre dans les drames qu'il met de cette angoisse qu'il a à l'intérieur de lui-même. Il se délivre de ce que les autres ne ressentaient pas, car effectivement le drame arménien n'a pas été ressenti par la France, entre autres, où pourtant il a eu lieu ce drame parce que les Arméniens avaient pris position pour la France, il ne faut pas l'oublier, et que la Grande Arménie qui lui avait été promise dans le traité qui avait été fait à l'époque n'a jamais été fait. Or, ce drame reste en vous. Et le terrible, car j'ai eu la même chose avec mon père, il ne veut pas la transmettre à ses enfants parce que ça le travaille, et il ne voulait même pas que j'apprenne l'arménien. Donc Janssem l'a transmis par la toile. En vous, et ça ressort. Oui. Et donc chez lui, c'est ressorti dans les drames. Mais regardez bien ces drames. Ce ne sont pas des drames ordinaires. C'est autre chose. C'est un cri de désespoir souvent. C'est une désespérance de se faire comprendre. Et s'il pousse très loin, parfois l'aspect justement dramatique, car même dans ces scènes de joie, de mariage, il y a des grimaces, il y a des gens qui souffrent. Car effectivement, il y a cette angoisse que les Arméniens ont en eux, c'est de n'être nulle part chez eux. Car effectivement, on a eu beau les accueillir, mais on restait quand même laissés à l'étranger. Et même pendant mon service militaire, j'ai eu des brimades parce que j'étais d'origine arménienne. Eh bien, ça, il le ressentait. Et ça, il l'a dit. Car il ne faut pas juger sa peinture comme étant simplement une représentation physique. Non, c'est une représentation de l'esprit, c'est une représentation des sentiments. C'est beaucoup plus que cela, voyons. C'est une musique. Quand vous entendez une musique, ça vous bouleverse certaines musiques. Je sais que j'ai été pendant 3 semaines bouleversé par le quatuor de Schubert. Eh bien, parce que ça m'a pénétré. Eh bien, là, c'est la même chose. Ces sentiments, ils ont pénétré comme aurait pénétré une musique. Vous comprenez ? On comprend bien l'émotion qui vous gagne. Je ne connais pas d'autres peintres, je ne connais pas d'autres personnes qui ont transmis leurs sentiments de cette façon. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut le voir. Eh bien, merci. Je vous dis, même dans ces scènes de joie, il y a cette angoisse. C'est ce que je voulais effectivement souligner, Christian Djelmack, quand vous disiez cette souffrance qui transparaît dans ces toiles, même ces jeunes femmes qui sont a priori dans des scènes de douceur et de détente. Parce que tout le monde ne peut pas le faire, tout le monde ne peut pas avoir ce sentiment en lui.
Tout le monde n'est pas capable et ne souffre pas de ces sentiments. Les Juifs peuvent le sentir avec ce qui leur est arrivé. Mais c'est bien plus tard. Et ça n'a pas été fait de la même façon. Merci Christian Djelmak pour... oui, on vous entend. Alors, merci Christian Djelmak pour ce commentaire plein d'émotions. On vous a entendu très ému à l'évocation de l'œuvre de Jean Sem. Donc, le dialogue est difficile parce qu'apparemment on a un problème de liaison. Vous ne nous entendez pas, mais nous vous avons très bien entendu. Je vous remercie d'être intervenu au cours de cette émission rétrospective consacrée à Jean Sem. Donc on va laisser Monsieur Djelmak qui ne nous entend pas, mais nous avons très bien entendu. Et effectivement, c'est ce que j'essayais d'ajouter, c'est que ces jeunes filles toutes jeunes qui sont présentées notamment dans cette rétrospective, mais qu'on a pu voir dans d'autres expositions, qui sont toutes douces, présentes toutes sur le visage une certaine tristesse. Les femmes qui sont assises ont toutes le dos voûté, pas par l'âge, même les jeunes. Est-ce que ça peut justement être cette traduction dont vient parler Christian Djelmak, de cette douleur que portait en lui Jean Sem, et qui a explosé, on va dire, dans la série Massacre, Lilia Rambourg? Oui, ça, c'était effectivement une explication. Elle est tout à fait plausible et respectable. Je pense aussi que sur le plan de la peinture pure, ça correspond aussi. Il s'est trouvé que je pense qu'il y a eu une espèce de rapprochement, d'osmose entre le drame effectivement des Arméniens, mais aussi, il faut pas oublier, resituer Jean Sem, qui commence à peindre à la fin des années 40, au début des années 50, dans une France qui sort elle aussi très meurtrie d'une guerre douloureuse et avec des atrocités qui sont révélées à ce moment-là, les camps, enfin, et tout ça donne un climat tout de même de grande intensité qui marque profondément certains peintres. Et je ne voudrais en citer qu'un, c'est Bernard Buffet, qui peint aussi à la même époque ce qu'on a appelé du terme de misérabilisme, mais enfin bon, on ne s'attardera pas sur ce terme. Mais tout ça vient aussi d'un héritage, si vous voulez, sur le plan pictural pur. Il y a Gruber, il y a cette tradition de l'écriture extrêmement aiguë, très acérée, qui est au service quand même d'une humanité qui sort de grands bouleversements, d'atrocités, et effectivement chacun bien évidemment a sa propre expérience. Donc il y a là à ce moment-là, pendant quelques années en France, une peinture qui est effectivement empreinte de cet ascétisme qui correspond aussi, parce que chacun va créer son langage. Le langage de Jean Sem n'est pas celui de Buffet, on peut absolument pas les comparer, mais c'est cette douleur, ce poids du destin, et cette misère aussi, parce qu'il y avait une misère, il faut pas oublier qu'il y avait encore les tickets de rationnement jusqu'en 50 en France, à Paris. Donc tout ça fait que forcément il y a un climat qui se prête effectivement à et qui dans l'histoire de Jean Sem à cette misère vient se surrajouter avec l'histoire du peuple arménien qui trouve écho justement. Mais la peinture est dominante, ça c'est certain, avec une émotion qui passe par les biais justement de la création. Jenny Janssen, sur cet aspect de l'émotion que vient de nous transmettre Christian Djelmak, qui était, on l'a entendu, pris par ces images qu'il évoquait et la douleur qui a été transmise tout au long de l'œuvre de Jean Sem. Vous comprenez ce qu'a voulu dire Christian Djelmak? Alors, je comprends tout à fait ce qu'a voulu dire Monsieur Djelmak, mais je trouve qu'il ne faut pas se satisfaire simplement de cette origine, parce que ce soit dans l'œuvre de mon père, que ce soit dans les chansons de Brel, que ce soit dans la littérature où on parle d'amour, il n'y a jamais de grande œuvre qui va juste décrire des instants de bonheur. Les grandes œuvres traitent, et je reprends ce que dit Lydia, parce que j'ai bien connu Bernard Buffet aussi, c'est plutôt le drame, plutôt les souffrances, plutôt qui exacerbent l'essence, qui vont inspirer, qui vont rentrer en résonance avec la sensibilité d'un artiste créateur,
qui va, à ce moment-là, nous sublimer. C'est ça qui est important. C'est que moi, je peux témoigner de ce que j'entends et de ce que je vois, on va dire, à la galerie, dans les expositions, dans les foires. J'ai la réaction du public. Et c'est pas forcément un public qui vient pour acheter un tableau. C'est pas le public du collectionneur. Un tableau de Jean Sem, je l'entends, je le vois, on me le rapporte. Quand il est accroché quelque part, les gens le reconnaissent à 100 pas. C'est-à-dire, ce talent qu'il a eu à restituer cette humanité, c'est formidable. Donc, je vois par exemple dans les tableaux de l'exposition, il y a effectivement de la tristesse, de la mélancolie, mais une telle sensibilité et une telle lumière, tout est sublimé. Je vais prendre un seul exemple, mais je peux parler de tous les tableaux de l'exposition. Non, on n'aura pas le temps. Mais je sais. Mais par exemple, les 3 grands tableaux qui touchent à la tauromachie, qui sont au premier étage. J'étais en Espagne à ce moment-là, c'est 1971, c'est moi qui l'ai conduit là-bas. C'était un été extraordinaire, le ciel a été bleu roi pendant tout le mois de septembre, et quand il s'est enfermé dans son atelier pour peindre la tauromachie, quand il a ouvert l'atelier, je suis rentré et j'ai vu cette dominance de gris, de noir. Pas une fois, il y a du bleu ciel. Je lui ai dit, mais papa, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, mais ça croulait sous le soleil, les lumières chantaient, les couleurs étaient là. Je veux dire, t'étais émerveillé par tout ça. J'ai dit, tout est gris. Noir, et presque. il me dit, mais c'est normal. J'ai dit, oui, pourquoi? Il me dit, parce que pour moi, la corrida, c'est l'expression même du drame. Et là, tout d'un coup, vous êtes renvoyé à autre chose. Et je témoigne de quelque chose. J'ai vécu ce qu'il a vu, mais quand j'ai regardé les tableaux à l'exposition, à l'époque c'était à la galerie Maurice Garnier, eh bien, j'ai eu les mêmes impressions, les mêmes sentiments qu'au milieu des corridas fleuries et colorées. De toute façon, Lydia, en bon figuratif ne veut pas dire photographie. Voilà. C'est pas, il y a une transcendance, oui, c'est évidemment. Bien sûr. Alors, on l'a dit, cette exposition ne présente pas d'œuvres de la série Massacre, puisque vous l'avez expliqué, elles sont toutes au musée du génocide. Mais je souhaitais quand même qu'on s'arrête un moment sur cette période de la création de votre père. Et donc en 2000, la galerie avait présenté cette série de toiles dédiées au génocide. Et le catalogue avait été préfacé par Pierre Magnard, professeur émérite de philosophie à la Sorbonne, qui est en ligne avec nous maintenant. Pierre Magnard, bonjour. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas critique d'art, je l'ai dit, vous êtes professeur de philosophie. Qu'est-ce qui vous a conduit à signer cette préface? Quelle est votre relation avec Jean Sem? Eh bien, comment ai-je connu Jean Sem? J'oserais dire par la mémoire arménienne. Le récit du génocide faisait partie de l'imaginaire de mon enfance, dont l'une des figures tutélaires avait été mon grand-oncle, Monseigneur Pierre Magnard, missionnaire apostolique, évêque in partibus d'Adana, en 1915, 16, 17, 18 et les années suivantes, qui fut témoin du drame et passa tout le reste de sa vie à secourir ses ouailles en détresse. Il devait jusqu'à sa mort en 1937, donc 20 ans plus tard, témoigner, crier, protester, supplier, requérir, dans un monde qui, tout occupé de la fin de la guerre, de la paix et de la reconstruction, n'avait cure de tous ces malheureux. Il organisait cependant l'assistance aux réfugiés, recueillait particulièrement les enfants abandonnés, créant 2 orphelinats arméniens au Liban, des écoles et même un séminaire à charge de garder la mémoire arménienne. Il parcourut maintes fois l'Europe tout entière, le Moyen-Orient et surtout les USA et le Canada, prêchant, dénonçant, quêtant pour réunir les subsides nécessaires à ses œuvres. Son port d'attache étant la maison familiale, je le voyais plusieurs fois par an, en Ardèche, où l'enfant que j'étais était mis au courant de tout cela. Quand, 65 ans plus tard, on commença à débattre en France de l'historicité de ces événements, la cause était pour moi entendue depuis bien longtemps. Ainsi, quand on me parla de l'exposition Massacre en 2000, j'y prêtais attention. Il se trouve que nous avions à la maison depuis 1950, j'ai bien entendu M. Jean Sem tout à l'heure, un Jean Sem à la maison, que mon père avait rapporté de Paris, triomphant
de cette acquisition. Et j'acceptais alors avec ferveur en 2000 de rédiger le texte du catalogue Massacre. Il y avait la mémoire arménienne à défendre, mais il y avait aussi le peintre pour l'œuvre duquel j'ai toujours éprouvé une fascination. Et je voudrais me permettre de dire quelques mots, bien que je ne sois pas critique d'art, de mon sentiment à l'endroit de cette peinture. Ce qui me frappe d'abord, c'est un style très homogène. Quel que soit le genre pratiqué, c'est toujours la même graphie. Et c'est toujours la même palette. Un style très personnel. En dépit de la diversité des inspirations. Massacre, certes, mais aussi processions et cortèges, mascarades, carnaval, tauromachie, mythologie. Tous les aspects de la vie s'enchaînent dans une immense gesticulation, si je puis dire, où toutes les passions humaines sont emportées en une incessante métamorphose. On passe du sépulcral au féerique, de la foire sur la place à la danse macabre, dans un incessant renversement de la tonalité, quand les couleurs s'éteignent dans les tons de gris, de verdâtre et de sépia, ou que soudain un soleil rouge vient transpercer ce blafard crépuscule. On devinait, chez Janssen, cette ambivalence d'un être né pour la joie, la fête, la jubilation, et marqué au fond de lui-même, je l'ai toujours senti, marqué dès l'enfance d'un traumatisme ineffaçable. Il était né en 1920, quand l'horreur en son peuple battait encore son plein, il faut le rappeler. Alors, en un instant, chez lui, on passe du ciel à l'enfer. Et j'insisterai sur l'impression profonde que me donnent ces dormeuses. Ces dormeuses dont il essaie de surprendre le cauchemar qui les habite. Et ça, c'est absolument fascinant, tout à fait vertigineux, de s'attarder sur ces dormeuses pour voir en elles moins la jeune fille qui se détend dans son sommeil que le cauchemar qui la visite, que le cauchemar qui l'habite. D'où cette thématique de la métamorphose. Métamorphose de la fête au trouble fête, du plaisir innocent au lupanar. Voyez par exemple les trois grâces qui reviennent assez souvent. Les trois grâces qui deviennent très vite les trois parcs, les Irénies. La Grèce antique apportant à la Bible tout le renfort de sa mythologie, car Janssen témoigne d'un sens du sacré qui ne saurait nous échapper. Et en ce sens du sacré, il éprouve cette essentielle proximité du bien et du mal, de la joie et du chagrin, du ciel et de l'enfer, à tel point que toute œuvre m'est apparue, et je suis d'accord avec les précédents intervenants, comme un exorcisme. Il faut exorciser un traumatisme qui est toujours à fleur d'âme. Et comment s'effectue cet exorcisme? En élevant à l'idée ce que figure avec tant de constance et d'acharnement l'artiste. En élevant à l'idée, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons la chance d'avoir encore un peintre figuratif et non point un abstrait. Mais je pense que ce n'est pas l'art abstrait qui nous conduit à l'idée, c'est bien plutôt le figuratif. Car justement, ce qu'il s'agit pour la figure, c'est de vaincre, c'est de dominer, c'est de cerner, c'est de maîtriser la matière. Or, avec Janssen, nous avons une matière proliférante, luxuriante, si on voit toutes les tonalités de sa palette, une matière infiniment riche. Dans la couleur, une matière infiniment riche dans le dessin. Et il s'agit précisément de permettre à cette couleur et à ce dessin
de parvenir à la forme et ainsi de nous élever jusqu'à l'idée. Et c'est pourquoi il m'est apparu très vite que l'art de Janssem était un art exemplaire. Exemplarité, pourquoi ? Parce que, quand bien même il nous parlerait toujours du génocide arménien, il témoigne de son temps. Il s'adresse à tous nos contemporains. On disait que son œuvre courait sur 2 siècles, mais qu'est-ce que je retrouve dans Massacre ? Auschwitz et le Goulag, Pol Pot et les Khmers rouges, l'Irak et la Syrie, car c'est toujours la même humanité qui veut croire en la vie, qui rêve dans les îles grecques ou sur les marchés provençaux, qui rêve dans l'Andalousie, qui suit la feria à Féry, à Séville, qui participe à la corrida de Cordoue, ou qui s'abandonne à la joie simple d'une fête de village. Mais, exemplarité, pourquoi ? Parce que, à travers toutes ces rencontres anecdotiques, il y a la constance d'une idée, il y a la volonté d'exprimer un message, il y a aussi ce souci d'exorciser une douleur. Et ainsi, on peut dire que on a toujours affaire, quelle que soit la tonalité, en joie ou en peine, au même témoignage. Et c'est cette unité profonde de l'œuvre de Janssem qui me frappe et qui m'enchante. Bien sûr, il y a également des figures tutélaires qui vont d'un bout à l'autre de cette œuvre. Il y a cette Ève, la mère du genre humain, qui parcourt l'œuvre de bout en bout. Cette Ève, dont la silhouette toujours nous précède et nous conduit, avec des gestes envoûtants, avec des postures apaisantes. Qu'elle pleure, qu'elle danse, qu'elle rit, qu'elle s'abandonne, qu'elle rêve, qu'elle dorme, c'est toujours la même figure. Et c'est là, précisément, l'unité de cette œuvre. Merci, Pierre Magnard. Mais je terminerai, si vous le permettez, sur une dernière image. Oui, une dernière image. Celle de l'autoportrait. Oui. Où le regard de Janssem toujours m'accompagne, car je l'ai là sur ma table de nuit. Il me dit la compassion du vieil homme pour la douleur du monde. Un grand merci, Pierre Magnard, pour cet hommage à Janssem, à une œuvre. Vous l'avez dit en préambule, vous n'êtes pas critique d'art, mais vous avez dressé comme ça, par petites touches, une esquisse de cette œuvre formidable. Je vous remercie pour votre intervention et votre contribution à cette connaissance donc de l'œuvre de Janssem. Votre filiation, j'ai envie de dire, avec l'artiste, vous imposait que vous signiez un jour un catalogue de ses œuvres. C'était Massacre. Un grand merci, Pierre Magnard. C'est moi qui suis très honoré. Alors donc Lydia Rambourg, Jeannie Janssem, avec Pierre Magnard, on a un peu voyagé dans le temps puisqu'on est reparti à l'époque du génocide et Pierre Magnard nous a expliqué pourquoi il était en quelque sorte prédestiné à connaître l'œuvre de Janssem. Est-ce que vous partagez ces parallèles qu'il a dressés dans cette présentation du ciel à l'enfer, oui, bien joie sûr, et chagrin permanent, ces paradoxes mêlés. qui sont toujours complémentaires, mais qui sont dans la nature humaine, bien sûr. Et je voudrais reprendre, effectivement, je ne l'avais pas évoqué, mais c'est un témoin, c'est l'homme témoin. C'est vraiment le peintre qui a été, je crois, peut-être plus qu'aucun autre, extrêmement présent dans sa contemporanéité. Plus qu'aucun autre, aussi en raison de la longévité de sa création. Parce que c'est une œuvre 75 ans de peinture. Qui s'inscrit dans le temps, ouais. Et ça, c'est aussi phénoménal. 75 ans de peinture, c'est toute une vie consacrée oui. aux autres. On a envie de dire, finalement, c'est un travail d'humaniste. Tout à fait, c'est un humaniste, absolument, mais dont les outils sont la peinture.
Eh bien, il me reste à donner les dates de cette exposition. Elle se tient jusqu'à quand, Jeannie Janssem, à la Galerie Matignon? Eh bien, elle a débuté hier soir et elle se terminera le 31 octobre. 31 octobre, donc dépêchez-vous, hein, courez vite, Galerie Matignon, avenue Matignon à Paris, pour redécouvrir l'œuvre de Janssem. Lydia Rambourg, un grand merci d'avoir participé à cette émission ce matin et d'avoir apporté votre regard d'expert très sensible, de connaisseuse mais intime, pas uniquement en tant qu'historienne de l'art. On sent que vous connaissiez cette œuvre de l'intérieur, que vous l'avez vécue, qu'elle vous a fait vibrer, et j'invite donc tous nos auditeurs à partager votre amour de l'œuvre de Janssem qui transparaît dans vos propos. Jeannie Janssem, merci d'avoir réalisé cette rétrospective qui va permettre à ceux qui ne connaîtraient pas encore ces œuvres d'en découvrir une partie, hein, un voyage dans le temps. La plus ancienne date de 44 et la plus récente, c'est cet immense Muararat qui date de 2011, qui se dresse donc dans l'entrée de la galerie qui accueille en quelque sorte le visiteur. J'attendrai les visiteurs au 18 avenue Matignon. Je précise le numéro parce qu'il y a beaucoup de galeries avenue Matignon. Galerie Matignon. Un grand merci, et donc j'invite nos auditeurs à se rendre d'ici le 30 octobre à la Galerie Matignon, découvrir. 31 octobre. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Comment s'est fait la rencontre entre Christina et votre univers? Comment ça s'est rencontré? Eh bien, j'étais assis en train de manger, puis je voyais en face une femme qui ressemblait à mes tableaux. Un même modèle, si vous voulez. Et elle était très belle, je regardais, je disais, qui est cette jolie femme? Si typée, si arménienne, en plus, comme ligne et tout. Et il y avait, qui c'était? J'avais des amis communs, ils m'ont dit, c'est une danseuse. Je dis, ah, ça c'est extraordinaire, qu'elle soit danseuse en plus. Et c'est là que j'ai demandé si elle pouvait poser avec le costume de scène, enfin, le costume. Et j'ai eu envie de faire un beau tableau, plusieurs tableaux même, avec ça. Et comme je travaille actuellement sur des sujets de la danse, ça rentre dans ce que je fais aujourd'hui. Et moi, quand j'ai vu Christina, j'ai dit, voilà, ça c'est le type idéal pour moi. Et donc, j'ai eu la chance de la rencontrer, et donc j'ai commencé à faire quelques dessins d'elle. Ça me trouble. En fait, je suis comme le photographe, j'essaye de prendre les formes, mais les formes trahissent l'intérieur. En fait, quand on observe bien un visage, en observant les traits, il ressort le caractère du personnage. Et regardez aussi tous les Arméniens. Vous avez, dans le regard, vous avez quelque chose de mélancolique. Moi, je reconnais les Arméniens par les yeux. Oui, comme ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Qu'est-ce qui m'a amené à faire de la peinture? Je ne sais pas. J'ai toujours peint, alors je ne sais pas quand j'ai commencé. Même à l'âge de 8 ans, 10 ans, je dessinais déjà. Et puis j'ai eu une boîte de peinture à 11 ans, donc j'ai fait de la peinture à 11 ans. Mais j'ai toujours dessiné, comme tous les enfants, quoi.
Puis ça a continué. C'est ça, je dis toujours, les autres, ils sont arrivés, et à partir de 12-13 ans, ils arrêtent. Et moi, comme je suis resté enfant encore, un vieux enfant, quoi, j'ai continué à faire des tableaux, toujours. Et vous, alors, vous êtes devenue danseuse comment ?